Bonsoir à tous et bienvenue dans cette émission L'Infotech. Nous sommes toujours en compagnie de Thomas. Bonsoir à tous. Alors, petit avertissement, petite information avant que tout démarre. Sachez que tout le setup a été refait par Thomas. Donc tout le design, etc. Pas le Et du setup, coup, le design. ouais, tout le design, mais du côté également de tout ce qui est logiciel de stream, etc. J'ai tout changé, donc s'il y a des petits soucis, etc. Vous m'en excuserez, c'est la première fois que j'utilise tout ça, donc voilà, ça va s'améliorer et se faire au fur et à mesure des émissions, mais bon, voilà, on a un peu upgrade un petit peu tout par rapport aux autres émissions parce qu'il y en avait besoin. Alors, de quoi va-t-on parler aujourd'hui, mon cher Thomas ? Eh bien aujourd'hui on va parler un peu de smartphone et d'hardware comme d'habitude. Globalement, on va commencer par le Huawei Mate 30 Pro qui est enfin sorti. Sa petite histoire avec les services Google parce que il y a une petite évolution, ils sont pas totalement inaccessibles. Xiaomi qui a présenté un nouveau smartphone qui va vous surprendre, un nouveau Mi Mix. Les iPhone 11 dont l'autonomie s'est fortement améliorée par rapport au dernier modèle. Un petit retour sur Apple Arcade et sur Mario Kart Tour qui est sorti aujourd'hui d'ailleurs. Après niveau hardware, on va parler, Intel Core i9, Ryzen 3950X, un nouveau Ryzen 5, un nouveau chipset, le début du 5 nanomètres et un peu de carte graphique de chez Nvidia. Du coup, tout de suite, Jérémy va vous parler du nouveau Huawei Mate 30 Pro. Effectivement, le Mate 30 Pro qui a été donc annoncé officiellement lors d'une keynote le jeudi dernier. Le lendemain de l'infotech la semaine dernière. Donc j'ai suivi personnellement un petit peu ce qu'ils ont raconté, enfin ce qu'il a raconté en l'occurrence à propos du Mate 30. Alors il y a des choses intéressantes, mais comme vous le savez, le Mate 30 est dépourvu des services Google, donc ça c'est important. On reviendra après sur ça parce qu'il y a eu quelques mises à jour et quelques nouveautés, en bref. Et donc globalement, alors ce Mate 30, il a des spécifications vraiment intéressantes, surtout sur côté photo et vidéo. C'est assez, honnêtement, quand j'ai regardé la présentation, j'ai fait ouais, ok, jusqu'on s'arrêtera, parce que faut savoir que déjà il peut filmer en 4K 60 fps HDR. Bon, c'est une chose, mais surtout il peut faire des ralentis et je sais plus, mais sachez qu'il peut monter jusqu'à, il faut que je retrouve la slide, mais il peut monter en FPS très très haut. Il peut monter jusqu'à 7680 images par seconde en 720p. Donc c'est quand même assez propre, on va pas se mentir. En Full HD, on peut monter à 960 images par seconde. Alors ça, c'est une des choses principales qu'ils ont pas mal insisté. Mais globalement, au niveau des autres nouveautés, donc, vraiment, ce Mate 30, je trouve personnellement qu'il est vraiment orienté photo-vidéo plus qu'autre chose, parce que bon, ils ont présenté rapidement EMUI 10, donc qui est sous Android 10. Voilà. Sauf que selon moi, il n'y a pas eu trop de grosses nouveautés, à part que on peut gérer le. Enfin, il y a quasiment aucun bouton physique sur le Mate 30. Quasiment tout est virtuel. Vous pouvez le gérer avec justement l'écran tactile. C'est assez bien fait par contre. C'est fait partie des nouveautés. Il y a d'autres choses comme quoi, par exemple, si vous êtes en train de. Vous recevez une notification de message, vous avez le message qui s'affiche. Par contre, c'est une reconnaissance faciale, c'est-à-dire que s'il détecte un autre visage que le vôtre, il va pas afficher le détail du message. Bon, c'est le genre de petites nouveautés à droite, à gauche. Mais globalement, EMUI 10, c'est surtout côté design que ça a été amélioré plus que en niveau fonctionnalité. Il est un petit peu plus ergonomique qu'avant, un peu plus facile à utiliser, Oui, un peu plus intuitif. Et après, après, ouais, vas-y, je te laisse. ce que je veux dire, c'est qu'après, ayant le Honor 10, je vais avoir normalement le droit à EMUI 10. Bon, l'année prochaine, donc on a le temps. Donc je ferai probablement un petit retour de la mise à jour parce que pour l'instant, elle est assez restreinte. Chez Honor, il n'y a que ceux de cette année qui sont sortis, donc le Honor 20 Pro, le Honor 20, le Honor View 20. Et je crois que c'est à peu près tout. Il y a le Magic, mais qui est pas en France, il me semble. Et puis chez Huawei, il y a que les derniers nés également. Du coup, toute la suite, tous les autres smartphones un peu plus anciens, ça sera fait courant 2020. Ils ont annoncé un calendrier. Donc, bon, pour l'instant, moi, personnellement, je peux pas tester. Voilà, sinon, ce que j'allais rebondir un peu sur ce que tu viens de dire. euh,
on n'a pas précisé, mais c'est quand même le nouveau fleuron de chez Huawei. Niveau, technique, il y a tout dedans, enfin vraiment tout, genre Ah le oui, mais oui, le c'est meilleur clair. meilleur proco, beaucoup de RAM, beaucoup de stockage. Genre, il y a enfin au final, on n'a pas tant de choses à dire que ça, parce que les seules vraies nouveautés et vraies différences par rapport à la concurrence, c'est vraiment, tous ces capteurs photo qui ont l'air d'être, vraiment incroyables et qui d'après les premiers retours, le sont réellement. Un capteur photo d'ailleurs qui est aussi un peu plus grand qu'avant, donc qui promet de résultats en basse lumière un peu au-dessus de la concurrence. Mais, voilà, c'est encore à approfondir, surtout que, en France, ça va être un peu compliqué de l'avoir tout de suite. Ouais, et puis justement, ils ont mis. Alors après, évidemment, on montre les beaux clichés, mais ils ont mis des exemples pendant la présentation des photos en mode en basse lumière. Et vraiment, c'est. Waouh! C'est ouais, c'est franchement, j'étais étonné. Alors évidemment, je pense qu'ils ont vraiment pris les meilleures conditions qui existent, hein, forcément. Mais d'un autre côté, je me dis, si c'est capable de faire ça, c'est que c'est vraiment. Enfin, vraiment, j'étais assez étonné de ce que ça pouvait faire. Après, on va pas trop s'attarder sur le fait qu'il y a aussi un modèle fait en collaboration avec Porsche qui vaut 2085 euros. Voilà. Mais bon, vous avez un dos cuir. Mais par contre, je préfère le design du modèle Porsche parce qu'en fait, là, vous voyez, vous avez un grand cercle avec les 4 capteurs au milieu. Personnellement, je suis pas trop fan. Avec la collab Porsche, pardon, pas Ford. Porsche, vous avez en gros une espèce de ligne en vitre derrière. Et du coup, juste au centre, puis tout le tour est entouré de cuir. Du coup, c'est assez stylé. J'aime bien le modèle qu'ils ont fait. Mais du coup, ouais, après, chacun ses goûts, j'ai envie de dire. Mais bon, après, il faut avoir le budget. Le Mate 30 tout court est annoncé à autour de 800 euros. Et le Mate 30 Pro, lui, est autour de 1100-1200 euros. Donc, ça va. On va dire que ça aurait pu être plus au vu de ce qu'ils avaient présenté. Moi, je m'attendais à du 1005, mais ça va. Donc, voilà. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter, mon cher Thomas? Non, je n'ai rien à rajouter à part, le fait que tu vas pouvoir présenter la suite. Ce que je disais sur les services Google qui sont pas si inaccessibles que ça. Je te laisse expliquer dans le détail. Effectivement, alors, il faut savoir que le plus gros débat qu'il y a autour de ce Mate 30, enfin de ces Mate 30, Mate 30 Pro, c'est qu'il n'y a pas les services Google. Et on ne peut pas juste installer l'App Store, enfin le Play Store comme ça, parce qu'il y a besoin des services Google. Sauf que, il faut savoir que bien que, on va dire que le gouvernement américain ait officiellement interdit Google, etc., enfin les sociétés américaines de collaborer avec Huawei, en l'occurrence, Google a officieusement permis d'installer les applications, les services, etc. Et en vrai, de manière assez simple. Alors, faut quand même un peu bidouiller, faut toucher un peu au BIOS, etc. Donc, bon, c'est pas donné à tout le monde, mais globalement, ça a été simplifié au maximum. Alors, évidemment, ils ont clairement pas dit, ouais, on vous donne ça parce que on a envie que vous ayez accès. C'est plutôt le patron Richard Yu qui a dit qu'ils avaient débloqué le BIOS, qui est d'habitude très bloqué ou limité pour éviter les failles de sécurité, pour laisser un peu plus de liberté aux consommateurs afin qu'ils puissent personnaliser un peu plus le terminal par eux-mêmes, ce qui sous-entend évidemment que voilà, il faut installer un peu, qu'ils peuvent installer les trucs Google, ce qui était possible. Donc voilà, alors je veux pas, c'est assez technique, donc je vais pas trop m'attarder de comment on fait. Je vous invite à regarder les articles et il y a certainement des tutos qui doivent traîner. Mais sachez que c'est possible d'avoir un service Google et du coup, bon, oui, c'est pas de base, mais ça peut être intéressant. Le seul bémol qu'on a actuellement, c'est qu'on ne sait pas si ce smartphone sera vendu en France et même enfin en Europe probablement, mais pas en France, c'est pas encore sûr. Et du coup, bon, bah, faudra l'importer quoi. Mais du coup, pourquoi c'est pas en vente partout? Ben, vraiment, sans les services Google, est-ce que ça a vraiment un gros intérêt? Faut voir. Oui, il y a plein de gens que ça va vraiment refroidir de pas avoir Google par défaut, ceux qui à part, enfin, quand, sur les gens qui suivent le stream, ou qui vont même regarder le replay, peut-être que pour vous, ça vous paraît normal de un peu aller toucher dans le BIOS et tout, d'activer le mode développeur sur Android, mais c'est pas des comportements, communs dans la réalité et c'est vraiment un problème pour les ventes du smartphone, le fait qu'il n'y ait pas Google par défaut.
Ah oui, ça reste quand même un bon handicap hein, quand même, hein, là-dessus, il n'y a pas de doute. Et même pour nous, ça demande une manip à faire quand même et du coup, c'est pas aussi fluide que si on achetait le téléphone, déjà, avec tout ce qu'il nous faut dessus. Ouais, voilà. Après, même sans le service Google, on peut quand même profiter de tout ce qui est photo, vidéo. Donc, si on achète ce téléphone vraiment que pour ça, genre juste ses caméras, ça se joue. Mais honnêtement, autant avoir un téléphone comme ça, autant investir dans un appareil dédié, quoi. Et honnêtement, je vais contrebalancer ce que tu dis parce que j'ai vraiment un regard un peu plus de photographe que toi. Ouais, c'est vrai. Heu, pour le coup, je suis pas tout à fait d'accord parce que, honnêtement, je pense que, combien ils le vendent? Tu as le prix exact? Le prix exact, non, c'est autour de 1100-1200 euros, le Pro. OK. Honnêtement, pour ce prix-là, selon les contraintes ou les besoins que vous avez, ça peut être un excellent appareil, pour faire de la photo. Parce qu'aujourd'hui, à moins que vous ayez vraiment besoin d'objectifs interchangeables et encore maintenant les smartphones ont tellement d'objectifs que bon, c'est tellement de focales différentes que c'est pas vraiment le souci. Mais à part si vous avez vraiment besoin d'un réflexe ou un hybride, autant investir dans un photophone parce que, le rapport qualité-prix sera au-dessus. On va dire que les vrais bons appareils photo nus, donc sans l'objectif, ça va commencer aux alentours de 1 000-1 500 €. Après ça, il faut rajouter des optiques de qualité, donc on arrive facilement à plus de 3 000 € pour avoir un set complet. Alors que là, dans un seul smartphone, vous avez vraiment déjà beaucoup de possibilités en photo. Bon là, je m'intéresse vraiment enfin, Ouais, je parle à vraiment la à ceux partie qui sont photo. intéressés par la photo, tu vois? Ouais, alors un truc aussi, du coup, pour revenir à l'histoire des prix, et j'ai oublié de mentionner un truc important sur justement l'actu d'avant, c'est que le Mate 30 Pro a également la version 5G. Parce que voilà. Donc la version Parce que la 5G, Corée ouais, parce que la version 5G est à 1200 euros, la version normale, donc le Mate 30 Pro normal est à 1099, donc 1100 euros, et le Mate 30 est à 799 euros. Voilà, ce sont les ouais, mais le prix. Mate 30, il y a que les specs techniques, il y a pas la enfin, Et pardon, il y a pas la partie photo, quoi. ouais, enfin ouais, il y a beaucoup moins de parties Beaucoup moins photo. évolué. Il y a 128 Go de stockage, 8 Go de RAM sur le Mate 30. Le Mate 30 Pro, c'est 256 Go de stockage et 8 Go de RAM. Et le Mate 30 Pro 5G, c'est exactement la même config, sauf qu'il a un modem 4G. Enfin, ouais, un modem 4G. 5G. Du coup, voilà. Du coup, voilà. Ensuite, du coup, on continue un petit peu sur les téléphones, mais cette fois-ci, on va parler un petit peu de Xiaomi qui nous a présenté un téléphone pour le coup, enfin, du moins pour le moins, vraiment très intrigant et très Très intéressant. intriguant, mais moi je trouve très intéressant parce que, pour en avoir parlé un peu aujourd'hui avec certaines personnes, j'ai la forte impression que ce smartphone a été très mal jugé, en tout cas par, les gens que je côtoie. Donc on va vous parler du Mi Mix Alpha, donc un nouveau de la gamme Mix. Donc la gamme Mi Mix de Xiaomi, c'est une gamme avec les écrans, qui recouvrent le plus possible le smartphone. On se rappelle du premier Mi Mix qui est le premier smartphone à écran incurvé, si je ne dis pas de bêtises. Je Avant sais même, plus, alors je dis peut-être une bêtise, il est peut-être juste après Samsung, mais mais il fait s'il n'est partie des pas précurseurs. Ouais. s'il n'est pas premier, il est second et il fait partie des précurseurs des écrans qui vont vraiment bord à bord, quoi. Parce qu'ils ont quand ils l'ont fait, ils ont même été plus loin que Samsung parce que même la tranche supérieure était borderless. Donc on va parler du coup du Mi Mix Alpha. Qu'est-ce qu'il a le Mi Mix Alpha? Tout simplement un écran qui a un ratio de 180. L'écran recouvre à 180 le smartphone. Pourquoi? Parce qu'il recouvre entièrement les tranches et une grosse partie de l'arrière du smartphone. On peut le voir sur la photo que vous avez à l'écran. C'est quand même assez incroyable et certains pourraient se poser des questions, du style, comment on va faire? Genre quand on tient le téléphone, on a les doigts sur l'écran, donc ça peut poser problème. Xiaomi y a pensé.
Ils ont fait en sorte que les tranches de l'écran soient sensibles à la pression. Donc faut pas seulement taper, faut appuyer un peu plus fort pour que ça prenne en compte, l'appui et bien sûr l'arrière est désactivé quand vous tenez le téléphone dans une position normale. Globalement, c'est un écran quand même qui est assez intelligent du coup. Le smartphone, il a tout ce qui est possible au maximum, le Snapdragon 855 plus, il est dual SIM 5G, 12 gigas de RAM, 512 gigas de stockage, une batterie de 4000 milliampères, un chargeur tout à fait énorme. On pense qu'il sera à peu près vendu 2 500 € en quantité limitée. Donc 2 500 €, vous vous re enfin, tout de suite vous comprenez, que ce n'est pas, s'il est si particulier, c'est parce qu'il n'est pas destiné à tout le monde en réalité. Mon vrai avis là-dessus, c'est que il est là pour concurrencer un peu les smartphones pliables. Xiaomi n'est pas encore prêt à sortir des smartphones pliables, mais ils ont la technologie pour faire des écrans de psychopathes. Du coup, bah, ils c'est une preuve de force pour eux. Ils ont conçu ce modèle pour rappeler à Samsung et à Xiaomi et à tout le reste, de la planète qu'eux aussi, ils peuvent faire des smartphones de malades malgré leur jeune âge. Heu et voilà et globalement du coup, la partie de l'écran qui est à l'arrière, vous pouvez vous dire que ça sert à rien. Il va servir comme deuxième écran, un genre d'écran contextuel. Ici on a un exemple, si Jérémy peut vous le montrer, où on voit, un trajet de Uber ou de autres sociétés de VTC, qui il nous donne des informations sur l'aéroport, des trucs pour gérer la maison, de smart home. Donc, voilà, c'est pas l'écran enfin, vous s'en servirez jamais comme écran principal, ce sera plutôt pour afficher des informations contextuelles sur l'application que vous êtes en train d'utiliser. Et la tranche globalement, c'est là où il y aura, tout ce qui est affichage, de la batterie, du réseau et les boutons. Il y aura plus de boutons en bas du téléphone, ce sera tout sur la tranche. Ce qui peut être plus ou moins pratique, ça dépend de vos usages, mais après c'est un usage, nouveau qui peut donc évoluer, donc on verra ce que ça donne. Un petit mot aussi, j'ai oublié d'en parler, sur le capteur photo. Ah, Donc c'est le pr tu étais en train d'y penser? j'étais en train de penser, ouais. Oui, oui, bon je sais que je m'éternise un peu, mais c'est c'est un capteur assez incroyable, le premier capteur de 108 mégapixels. Hem, il est incroyable, pas parce qu'il fait 108 mégapixels, parce que quand on sait comment il est conçu, c'est pas si ouf que ça. En fait, il est plus grand que la moyenne, mais du coup la densité de pixels, ça reste à peu près la même que ce qu'on a l'habitude d'avoir dans nos smartphones. Ce qui veut dire qu'ils ont simplement, pris un capteur, ils en ont fait un plus grand et vu qu'il est plus grand, bah, on peut mettre plus de pixels et ils ont fait c'est un capteur signé Samsung, donc un capteur de 108 mégapixels. L'intérêt, c'est pas de faire des photos en 108 mégapixels, mais de faire des photos en moindre et de pouvoir jouer avec les pixels qu'on choisit. Parce qu'il faut savoir qu'à optique équivalente, donc la partie en vert, plus la taille du capteur est petite, plus ça zoome. Donc l'idée, c'est que, admettons qu'on fasse une photo en 12 mégapixels, bah, la photo en 12 mégapixels, potentiellement, peut être 10 fois plus zoomée que la photo en 108 mégapixels. Voilà. C'est pas un zoom, c'est à ne pas confondre avec un zoom numérique, c'est pas encore tout à fait pareil, parce que l'idée, c'est justement d'avoir un grand capteur pour choisir les pixels qui nous intéressent. L'idée aussi, c'est quand on sera en plus grand angle, admettons qu'on veuille shooter en 40 mégapixels. L'avantage, c'est qu'on va pouvoir faire un regroupement des pixels. Donc un pix les informations de un pixel proviendront de 4 cellules sur le capteur, ce qui fait que ça fait 4 fois plus de lumière, ce qui fait que, en grand angle, on promet des capacités en basse lumière plus élevées que la moyenne. Je sais pas si vous avez bien suivi, même toi Jérém, je sais pas si tu as bien suivi, mais Ouais, moi je voilà, suis, hein, ça peut moi être je suis, vachement hein, je suis intéressant. là. Je trouve ça très intéressant ce que tu racontes. Parce que moi, j'y connais pas grand-chose en photo, donc c'est bien, j'apprends des choses comme ça. Ouais, Voilà, donc voilà. ça c'était le Mimix Alpha, enfin du coup un truc très intéressant. Enfin, moi personnellement je le trouve très intéressant dans le sens où, bah
en plus, alors un truc que t'as pas C'est dit, l'innovation. c'est qu'il n'y a pas de capteur photo avant, puisqu'en fait, le capteur photo avant, c'est celui de l'arrière. En fait, l'écran arrière sert aussi Oui. pour prendre des selfies. Voilà. Du coup, ça Bah, fait c'est qu'à là où la. on Du arrive coup, à un c'est. petit débat, mais ça fait moins de capteurs photo à produire, à créer. Ça peut être bien écologiquement parlant. Et même économiquement, ça coûte un peu moins cher, techniquement. Après, l'écran est beaucoup plus cher Oui, et peut-être est plus une catastrophe écologique que les capteurs photo. ouais, ça c'est Il y a toujours, toujours ce débat, ouais. le pour et le contre à mesurer. On n'a pas les chiffres, on peut pas répondre à cette question, mais c'est un débat intéressant. Et puis encore une fois, c'est une série limitée, donc il n'y en aura pas des milliards de produits, donc ni des millions. Donc voilà, puis 2500 €, c'est pas fait pour tout le monde. On continue un petit peu dans les téléphones avec les iPhones et les iPhone 11 Pro qui font enfin mieux que la concurrence sous Android en ce qui concerne l'autonomie. Alors, ça fait des années qu'on entend les mêmes arguments sur les iPhones pour les détruire. Oh là là, ils ont une batterie en carton, ça tient pas longtemps, t'es obligé de le charger tous les jours. Alors, ça a été vrai pendant une certaine période. Une période où tous les smartphones Android, je dis bien tous, avaient une batterie 2 fois plus grosse que celle de l'iPhone pour ne tenir que 1,3, 1,4 fois plus longtemps. Parce que l'optimisation. Apple, en faisant des smartphones enfin plus grands, donc c'était déjà frais l'année dernière et même à la sortie de l'iPhone 10, l'autonomie a été drastiquement améliorée. Bien sûr, la concurrence aussi a fait de l'amélioration, ce qui fait que Apple n'est jamais repassé devant depuis, je dirais 5 6 ans, n'a jamais pu repasser en haut du classement sur les tests d'autonomie. Et ben, c'est corrigé avec la fournée de cette année. Actuellement sur le marché, le smartphone avec la meilleure autonomie, c'est l'iPhone 11 Pro. Donc là, on parle sur le test polyvalent de 01net.com. On n'a pas trop regardé d'autres tests parce que 01net est toujours très réactif là-dessus. Et surtout, je trouve que leurs résultats sont plutôt précis. Et on voit, si Jérémy vous montre le graphique, qu'ils ont le score le plus élevé. Le deuxième derrière, c'est l'iPhone 11 Pro. Parce que le premier c'est le 11 Pro Max, je sais pas si je l'avais bien précisé. Non. Et seulement derrière, on a le Huawei P30 Pro qui, à peine sorti, est déjà troisième du classement. Donc c'est un battle, qui se joue. Après, tout à gauche du graphique, on voit encore les iPhone 10R, 10S et 10S Max qui avaient une très bonne autonomie quand même. Si on compare au parce que les S10, S10 Plus, OnePlus 7, Galaxy Note 10, tout ça sont des smartphones sortis cette année. Le 10R, 10S, 10S Max sont quand même sortis l'année dernière et on voit qu'ils menaient déjà la vie dure sans être devant. Ils talonnaient de très très près. Bah, Apple, cette année, globalement, un processeur encore plus optimisé et une batterie un peu plus grosse qu'avant. Donc Oui, forcément, forcément c'est. ça aide à passer en haut du classement, mais c'est assez cool de voir qu'ils ont enfin rattrapé leur retard. Surtout que je tiens à dire que la batterie de l'iPhone 11 Pro Max, on n'a pas les chiffres exacts, mais elle est plus petite que celle du Huawei P30 Pro. C'est mieux sans bégayer. Après, comme tu l'as dit, c'est une histoire d'optimisation. Apple, Oui, ils une ont question vraiment. d'optimisation. Ils développent un OS pour leur téléphone, ils Et contrôlent des absolument processeurs. tout. Ouais, et ils se développent leur processeur. Ils contrôlent en fait absolument tout, alors que sur Android, bah, un coup Android tourne sur un Snapdragon, un coup il tourne sur un Kirin, un coup il a telle puissance, en plus il y a les surcouches. Enfin voilà, il y a tous ces paramètres qui font que, ouais, ok, on met des grosses batteries, mais voilà. Après, les iPhones, il y aurait autant de modèles que sur Android. On aurait le même problème au final. Là, c'est sûr que ça aide le fait qu'en Oui, plus, c'est une question de qualité aussi, hein. ouais, c'est vraiment l'histoire que la gamme de produits reste relativement restreinte, alors que chez Android, non, pas du tout. Et une autre chose que je voulais dire, c'était justement que les iPhones embarquent des plus grosses batteries et que du coup les cartes mères étaient sensiblement plus petites sur cette année. C'est iFixit qui avait démonté, qui avait découvert ça. Mais effectivement, Ouais, on n'aura jamais les données sur le milliampérage, enfin, la oh capacité si des on va les batteries. avoir.
on va les avoir, mais il est encore un petit peu tôt. Voilà. Que les réparateurs, un peu obscurs sur internet, ils vont rapidement, nous donner les chiffres, ça, il y a pas de souci. Après oui, pour rebondir, c'est sûr que l'optimisation, ça aide beaucoup et Ouais. voilà. Je sais pas si tu Après, as encore quelque chose à rajouter? un autre truc que j'étais en train de dire, enfin que tu disais, c'est qu'effectivement Apple était derrière jusqu'à longtemps et je vois iPhone 6 et 6S. Je pense fortement à toi du coup, parce que Oui. Bah, au moment où ils sont sortis, il y a eu une petite optimisation au niveau du par rapport aux 6. Mais c'est vrai que les 6 et les 6S, ça a été vraiment le moment où Apple a eu du mal parce que, c'était compliqué de mettre des plus grosses batteries, sachant que ça a été l'explosion de la taille d'écran à ce moment-là. Donc, tous les compères, Samsung et Huawei à l'époque seulement. Il y avait pas encore, nos Xiaomi, Oppo et cetera. Mais, Huawei et Samsung faisaient déjà des smartphones beaucoup plus grands que Apple et c'est dur de mettre une plus grosse batterie dans un smartphone plus petit. C'est là où c'était vraiment la pire période pour eux. Après, heureusement, ils se rattrapent maintenant, j'ai envie oui, de dire. bah c'est mieux, c'est quand même mieux pour eux aussi. Après, il Ouais, reste le c'est débat du chargeur rapide. ça c'est un Chargeur autre rapide, débat. c'est toujours compliqué chez Apple. Il y a de l'amélioration que chez le Pro, pas sur le 11, sur celui Ouais, de c'est fourni. vrai. Les iPhones sont compatibles charge rapide jusqu'à 30 watts, je crois, peut-être même Il un me peu se- plus. Non, je crois que c'était 30 watts. Je crois que c'est 30 watts, je veux pas dire de bêtises, mais ouais, ça doit être 30 watts. Après, par défaut, les iPhone 11 les 11 Pro et 11 Pro Max, pardon, sont livrés avec un chargeur 18 watts. Le 11 a toujours son chargeur 5 watts. Ouais, du coup ça Après, ça change pas reste le mal, hein. débat. Un chargeur rapide, ça défonce la batterie d'un smartphone, hein. On réduit l'espérance de vie de la batterie pratiquement par 3 si on le charge que en charge rapide. Mais bon, après, les gens font ce qu'ils veulent. Ils veulent de la charge rapide. Les constructeurs leur donnent de la charge rapide. Et vu que Apple le fait pas parce que c'est peut-être aussi une question de coût, on leur crache dessus. Ouais, ça c'est un autre débat, effectivement. En tout cas, une chose est sûre, un autre débat, enfin, une chose qui n'en est pas un, c'est tout simplement Apple Arcade, donc on reste chez Apple. Thomas, tu as pu tester un petit peu plus Apple Arcade. Qu'est-ce que tu as à nous dire sur ce service? Eh ben, j'ai pu tester quelques jeux, donc notamment Sayonara, Red Rain, Cricket Frau quelque chose, The Enchantress, je crois que c'est ça le nom, Hot Lava. Donc ça reste, une liste non exhaustive, de tous les jeux qu'il y a, hein. J'ai pas eu le temps d'en tester beaucoup, mais globalement, je suis plutôt surpris de la qualité graphique des jeux qui sont, vachement cool. C'est globalement pourquoi est-ce que ces jeux ne sont pas gratuits, une des principales raisons. Heu, Après, je dois avouer que Sayonara, j'ai pas beaucoup joué. C'était un jeu avec de la moto, du rythme, de la musique et tout. Parce que, j'ai pas du tout accroché au jeu. Franchement, ça m'a pas du tout plu et ça m'a même, donné un peu mal à la tête. Après, je pense que c'est aux gens de tester. C'est un jeu qui pourtant a été très mis en avant, par Apple, lors de la keynote. Du coup, bon, je pense que, je dois avoir l'avis le plus négatif d'internet sur ce jeu. C'est pour ça que je vais pas trop détailler. Heu, il y a Red Rain, il est pas du tout mis en avant comme jeu, mais il est vraiment sympa. Mais je dois dire que parmi tous les jeux de Apple Arcade, c'est je l'aime beaucoup, mais c'est l'un des seuls où, il devrait être gratuit, en fait. Il est cool, mais pas suffisamment pour payer. Après, il y a Cricket, Frau quelque chose. C'est un jeu plutôt cool, ça peut être sympa. Après, je dois avouer que, payer pour celui-là, c'est aussi un peu compliqué. Ça m'embête. Et c'est ouais, donc globalement, sur ce que j'ai testé, j'ai pas tout testé et je vais détailler après avoir parlé des jeux que j'ai testés. Sur ceux que j'ai testés, ça vaut pas forcément le coup de les acheter.
Donc les 3 premiers que je viens de citer. Après, là où j'ai commencé à me dire: «Finalement, ça commence à devenir intéressant Apple Arcade». J'ai testé, The Ancient, je vais chercher le nom exact. The Enchanted World. C'est un jeu type puzzle avec vraiment des graphismes un peu sympas. Si vous en avez déjà entendu parler, il me rappelle, fortement, Monument Valley. Donc, qui est aujourd'hui Monument Valley, si je dis pas de bêtises, c'est le jeu le plus acclamé par la critique, pratiquement toutes plateformes confondues. Alors qu'au final, le jeu est pas très, très long, mais c'est vrai que c'est un jeu très, très beau et très, très bien pensé, de puzzle. Donc The Enchanted World, il est assez cool comme jeu, les graphismes sont vraiment beaux. Pour le coup là, c'est assez bluffant et il est ouais, je pense que, à lui tout seul, il rentabilise pas mon abonnement, Ah, un mais jeu, il ouais. commence à y avoir quelque chose. Après j'ai testé Hot Lava. Hot Lava, c'est un jeu de parcours en 3D, donc en première personne. Heu, j'ai vraiment été impressionné. Après j'ai un iPhone 6S qui commence à se faire vieux, du coup, niveau fluidité, j'étais pas au maximum. Je pense que sur un iPhone 7, 8 ou encore plus récent, le jeu doit être vraiment être incroyable. Sur mon iPhone, c'est pas que ça lag, mais c'est pas, genre, c'est pas du 30 FPS, tu vois? C'est du 15-20 FPS. C'est Ouais. suffisant, mais par rapport aux autres jeux, qui eux tournent très, très bien, c'est un peu dommage. Mais graphisme incroyable, c'est un jeu de parcours en première personne où faut pas tomber dans la lave, faut sauter entre les plateformes. Il est vraiment très, très cool comme jeu, c'est assez incroyable. Du coup, je peux pour ceux qui ont un appareil Apple, je pourrais vous dire de le tester quand même, si vous pouvez. Après pour parler un peu des autres jeux que j'ai pas encore testés et qui vraiment ont l'air extrêmement bien, heu, il y a un autre jeu de puzzle, Where Cards Fall, Where Where Cards Fall, un peu du mal avec l'anglais ce soir, qui est un jeu de puzzle, heu, peut-être que j'en reparlerai rapidement la semaine prochaine ou peut-être que ça vous saoule et du coup j'en reparlerai pas. Mais vraiment, il n'a pas été présenté lors de la keynote, il était pas disponible lors des premiers jours de Apple Arcade, c'est pour ça que j'ai pas encore pu le tester, mais il a l'air vraiment fou! C'est un jeu de puzzle, hein, faut aimer, mais les graphismes encore plus incroyables et le gameplay a l'air vraiment, très, très sympa. Du coup, je vais le tester et éventuellement j'en reparlerai parce que ça peut être vraiment pas mal. Après il y a d'autres jeux que j'ai pas vraiment testés parce que j'ai pas non plus le temps de tout tester. Il y a des jeux mis en avant comme, The Pathless qui me donnent, pas mal envie. Heu, Lego Brawls, honnêtement, j'ai pas très, très envie de le tester. Le jeu que j'ai le plus envie de tester au final, c'est, Oceanhorn 2. Alors pour remettre un peu en contexte, c'est un jeu, type action-aventure, dans un open world. Globalement, c'est du The Legend of Zelda. On va pas se mentir. Le premier Oceanhorn qui était payant, je ne pourrais pas vous dire son prix, je m'en rappelle plus, était déjà incroyable. C'était vraiment fou. Un des meilleurs jeux de l'App Store. C'était vraiment, c'était un Zelda plus, je dirais The Minish Cap ou, un peu à l'ancienne quand même, qui était déjà vraiment cool. Et là, Oceanhorn 2, heu, le chara design, c'est du, The Legend of Zelda Breath of the Wild, d'accord? Sur votre smartphone. Je sais pas s'il tourne bien sur mon iPhone, je vais le tester, mais on va dire que, quand j'aurai, quelques dizaines d'heures à tuer, je vais l'installer et je vais le tryhard parce que vraiment, je suis un grand, grand fan de Zelda et un jeu de la qualité des Zelda sur iPhone, vraiment c'est très, très, très tentant. Je sais pas si tu as un petit commentaire à faire, Jérémy? Bon, moi, je peux pas tester, donc moi, je te laisse parler, hein. Moi, Ouais, j'ai pas d'appareil Apple pour tester, donc. je peux te prêter mon iPhone pour tester les jeux,
Les petits jeux. Oceanhorn, tu vas pas pouvoir, mais petits jeux, je pense que tu devrais Non, tester. mais mon avis, c'est que je pense que ça reste quand même une bonne initiative et une bonne idée. Après, Bah, une bonne idée. C'est un peu compliqué parce que, d'un côté, Apple, va s'en mettre, un peu plus dans les poches. De l'autre côté, les studios de développement vont peut-être s'en mettre un peu moins. C'est à peser les pour et les contre, mais aujourd'hui, on est dans un marché où tout le monde recherche l'abonnement. On a tous, un truc de streaming vidéo, enfin tous. Toi, je sais que non, mais ouais. beaucoup de gens ont un truc de streaming vidéo, type, Netflix ou bientôt, Disney+ ou, Apple TV+. On a tous la musique, Spotify, Deezer, Apple Music, Qobuz, Tidal. Il y a vraiment plein de plateformes, c'est vraiment ultra pratique, à tel point que, des gens comme moi, je dois l'avouer, qui pirataient beaucoup de trucs pour regarder, le jour où j'ai découvert Netflix et Apple Music, pour ma part, heu, tu plus le temps de pirater. Genre, c'est trop long de pirater quand tu as accès pour, pas cher à tout. À littéralement tout. Sur Netflix, il y a pas tout, tout, tout encore, mais il y en a suffisamment pour nous occuper très, très longtemps. Du coup, vraiment, et avoir la même chose avec les jeux, je pense que ça va dépendre des gens, mais que ça va marcher. Clairement, ça va marcher parce que, il y a des gens qui sont capables de payer pour avoir un service pareil. Du coup, on va avancer un peu parce que je pense qu'on s'est trop éternisé sur le sujet. C'est un peu Wow, de ma moi faute. je laisse parler, hein. Bah justement, on parlait de jeux mobiles, et du coup Mario Kart Tour est enfin sorti. D'ailleurs, est-ce qu'il est inclus dans Apple Arcade? Est-ce que l'abonnement est inclus? Ouais, je pense pas. Non, non, Mario Kart Tour, il est gratuit. Ouais, non mais je parle Après de ce qu'il y a dedans. après, Tous les achats in-app. j'ai pas encore, je l'ai installé, j'ai commencé à jouer. Heu, c'est un jeu mobile. Qui dit jeu mobile ne dit pas mauvais jeu, mais je sais pas si vous aviez pu tester, Super Mario Run, bah, c'est un peu le même délire. En fait, votre carte, il avance tout seul, heu, les circuits sont assez basiques au début. Après, c'est pour ça, je dois dire, mon avis, il est pas encore finalisé parce que je l'ai juste testé, environ 1 heure aujourd'hui. Mais les premières courses, vraiment sont archi simples et les seules manips qu'on doit faire, c'est de déraper, contrôler les dérapages. Globalement, c'est enfin, pour ma part, c'est pas ultra intéressant parce que, je suis quand même un grand fan de Mario Kart et je suis sans me vanter, je suis pas nul, quoi et du coup, sur ce jeu, je m'ennuie. Ah, c'est ça que je vais lui reprocher pour des gens qui jouent vraiment à Mario Kart sur d'autres plateformes. On s'ennuie sur Mario Kart Tour. C'est vraiment, j'ai vu passer le commentaire, hein, c'est vraiment le jeu, où les gens vont jouer en cours, en fait. Coucou Mysterious Dev. Ah! Oui, oui, il a fait cette petite Ah oui, remarque. effectivement, oui. Oui, oui, c'est vraiment le jeu pour jouer en cours. C'est pas quand tu es chez toi, si tu as envie de te faire Mario Kart, tu vas pas jouer à Mario Kart Tour, Tu vraiment. sors ta DS, ta Wii U, ta Wii, je Ah, sais c'est rien, ta fini la Switch, DS. La ta Switch Switch. maintenant. Ouais, moi je suis encore la DS, hein, j'ai encore la petite DSi, la petite DSi. Moi, j'avais la Lite, j'ai jamais eu la Hype, mais j'ai eu la 3DS quand même. Ouais. Ouais, non, non, vraiment, il est cool, les graphismes, par rapport aux DS justement, ils sont beaux. On a les graphismes comme sur la Switch, mais il est limité. Moi, ce que je trouve bizarre, c'est que ça joue à la verticale et qu'on puisse pas jouer à la horizontale. Ça, je comprends pas. Bah, i Nintendo a pas fait un Mario Kart, je sais pas comment le dire, genre c'est pas un vrai Mario Kart. C'est Ouais, vraiment c'est le, vraiment dans le, la ligne qu'ils ont fait pour le l'instant truc, le truc, c'est ils le vendaient Mario pas Bros comme ça. et Animal Crossing. Ils le vendaient pas. Enfin, genre tous les trucs que tu vois, c'est oh Mario Kart machin. Ils continuent à déployer leur, comment dire, à importer leur licence sur smartphone, mais pas vraiment parce que Mario Kart Tour, selon moi, c'est pas un Mario Kart, un vrai Mario Kart. Enfin bon, voilà, après c'est mon avis personnel, c'est ultra subjectif, hein. Ouais, mais voilà, moi globalement, je suis quand même un peu déçu du coup.
Parce Ouais, que oui, oui. j'aurais vraiment adoré avoir un vrai Mario Kart. Je pense que ça aurait pu être cool. Enfin bref. Enfin bref, on quitte le monde des smartphones, des apps mobiles, des jeux, tout ce que vous voulez, pour passer à du hardware. Et cette semaine, il y a eu pas mal de trucs, dont Pas mal de enfin, trucs. ouais, mais il y a eu des choses, enfin, plus qu'intéressantes. Enfin, la semaine dernière, la semaine dernière, on a eu les annonces d'AMD, le ray tracing, etc. Cette semaine, on a eu Intel qui a fait encore fuiter avec des benchmarks au Geekbench. Alors la semaine dernière, on avait le 10900X, je crois. Là, on a le 10 000, le i9 10980XE. Bon, les noms, on va pas revenir Toujours dessus, plus. hein. Voilà. Alors, 18 cœurs, 36 threads, donc c'est en gros un concurrent direct au 3950X, on y reviendra après, de AMD. Et donc, c'est du 14 nanomètres plus, il y a 3 plus. Du coup, il pourrait monter jusqu'à 4,7 GHz. Je sais pas comment on le refroidit, mais ok. Euh, Globalement, sur le bench, on a vu des trucs assez intéressants, euh, notamment que en single core, ils sont derrière le 3900X. Voilà, du coup, de chez AMD, du coup, c'est le Ryzen 9, du coup, 3900X, ce qui est étonnant parce que Intel a toujours été devant en single core. Du coup, je comprends pas trop. C'est la même chose que le 10900X. Genre, je comprends pas trop. Après, c'est les premiers benchmarks, faut attendre les vrais bench, les vrais tests, mais c'est bizarre. Enfin, je trouve ça un peu étrange. Par contre, en multi, voilà quoi. Là, Intel sur celui-là, ils sont à 51 514, alors qu'avec un 3900X, on est à 46 000. Donc là, par contre, il y a vraiment de l'avance. Et après, le 3900X, il a que 8 cœurs, 16 threads. Non, il a combien? Et il a 12 cœurs. C'est un 12-24. Ouais, c'est un 12-24. Du coup, il y a quand même 6 cœurs de moins. Du coup, ça s'explique en grande partie. Moi, j'ai hâte de voir vraiment la battle entre le 3950X et celui-ci, puisque du coup, c'est clairement les concurrents directs, c'est eux deux, quoi. C'est eux qui vont se battre. Mais Si à je peux me voir. permettre une petite remarque, Ouais. on dit souvent que le i9 c'est juste un i7 overclocké. Là, pour le coup, j'ai pas l'impression que ce soit un i7 overclocké. J'ai plutôt l'impression d'avoir affaire à un Intel Xeon. Ouais, peut-être un peu Et downgradé un peu. au niveau du prix, c'est un Intel Xeon, je pense. On verra, mais ça On m'étonnerait qu'il a soit vendu en dessous de 1000, mais, voire même 1500 balles. Alors justement, à ce propos, pour info, le 3950X, bon, il n'est pas sorti, mais il a annoncé autour de 1000 euros, de ce que j'avais lu. On en reparlera après du 3950X parce qu'il y a eu des nouvelles choses là-dessus. Mais du coup, celui-là, il faut savoir que pour l'instant, le dernier Intel très performant, le dernier i9 haut de gamme, XE veut dire extrême, donc du coup, ça veut dire clairement que c'est les ultra haut de gamme, était lancé à 2200 $. Donc, Intel a annoncé quand même que il devait améliorer les performances par dollar, donc techniquement ça va chuter. Du coup, à voir, vraiment, à voir l'écart qu'il y aura avec AMD. Mais s'ils sont au-dessus de 1500 euros, ça sera pas du tout intéressant, je pense. Entre 1000 et 1500, si AMD est autour de 1000 euros, ça se fait, parce que Bah, Intel aura toujours un petit peu d'avantage. Ça sera la marge qu'on connaît, mais au-dessus, alors là, pour le coup, c'est ce pas qu'il très y a intéressant. aussi à prendre en compte, c'est que ça va être dans cette gamme de prix. Intel va pas que se battre avec les Ryzen 9, hein. Il va aussi se battre avec les Ryzen Threadripper, qui Oui, eux aussi, ouais. visent les. Justement, c'est pour ça que je parlais de ça. Les Threadripper, eux, sont en concurrence avec les Xeon. Et dans cette gamme de prix, chez AMD, on va pouvoir se payer du Threadripper et avoir autant de cœurs au final. Donc là, Non, AMD, les Threadripper, c'est du 32 ou 64 cœurs, hein. Donc après, 32 64 ou 64 128. ouais, Du bah coup, imagine si tu peux te payer un Threadripper. ouais, c'est pour ça que je trouve ça Pourquoi étrange. t'embêter à acheter cet Intel-là? Surtout que les cartes mères d'Intel sont toujours un peu plus chères, hein, pour info. Alors ouais, peut-être pas les derniers Threadripper avec le PCI 4, mais ça s'équivaut, cela dit. Mais Intel a toujours été un peu plus cher sur les cartes mères. Donc ouais, à voir, à suivre. Mais
ma foi, c'est intéressant. Je sais pas ce que t'en penses, du coup, au final, toi, de ce i9 10980 XE. Après, Bah, à part le mon nom. avis, mon avis pour Intel est de plus en plus tranché parce qu'ils sont en train de perdre toutes les batailles. Ils se font laminer par AMD, pour pas être grossier. Hem, AMD est largement devant, sur les procos. Niveau carte graphique, ils vont se lancer, mais on sait très bien que AMD et Nvidia, vont rester loin devant. Ouais, c'est vrai, Niveau, ouais. niveau mémoire, même, enfin, ils sont pas fous avec leur Intel Optane. Ça reste du cache ou du SSD quoi et c'est pas les meilleurs du marché, loin de là justement. Heu, ils sont aussi dans le domaine du réseau. Bah, dans le domaine du réseau, ils ont déjà du mal à faire de la 4G+, alors faire de la 5G, je les vois très, très mal, tu vois? Je pense que, ça serait triste pour eux, mais je pense que Intel fait partie des entreprises qui, dans 10 ans, auront peut-être disparu Ouais, ils sont sur le déclin, ouais, c'est vrai. et Bah, le rapport qualité-prix de ce i9, je suis désolé, mais chez AMD pour le même prix, on va avoir mieux. Moins optimisé, mais tellement plus puissant et moins cher qu'au final, l'optimisation, c'est plus ce qu'on recherche, surtout quand le prix est moins cher. c'est sûr, ouais. Je suis d'accord, ouais. Bah, après, faut voir la suite. Après, ça se trouve, ils vont nous sortir ce i9 là à un prix ultra intéressant et auquel cas, on reverra peut-être sur ses propos. Mais le problème, c'est qu'Intel, mais genre. Bah, Après, ultra intéressant, ce sera à 1 100-1 200 grand, grand, grand maximum et encore même à ce prix-là, je ouais, pense le que je truc, serais c'est que plus de mon point de vue, je serais plus enfin, je partirais plus facilement sur de l'AMD du coup. ouais, c'est l'éternel débat entre Intel et AMD. Après, en ce moment, clairement, Pas plus ça si éternel que ça reste, du coup. ouais, ça reste quand même vachement plus intéressant de prendre du AMD. Intel avait annoncé une baisse de prix, on a eu une, mais elle est beaucoup trop faible. Enfin, genre, elle est pas assez Voilà. violente. Donc, Ce ouais, que faut j'ai voir. ce que je dis, je me mets pas que à la place des gamers ou des jeux enfin, un peu des particuliers qui pourraient acheter ça. Je me mets vraiment à la prise, éventuellement les mettre dans des bait serveurs. Ça, c'est Heu, plus le rôle des Ryzen Epic. Et là, c'est encore plus abusé, mais. ouais, non, mais voilà et vraiment, je suis en train de me dire que même pour les professionnels qui ont vraiment de la thune et tout, heu, ils sont en train de après il y a des questions d'optimisation toujours, mais ils vont passer chez AMD. Ouais, mais après, tout ce qui est optimisation, plus il y aura de monde, plus les devs vont forcément optimiser. C'est que même à notre niveau Oui, c'est ça particulier aussi, pour le mais gaming. Genre, aujourd'hui, il y a beaucoup de jeux qui sont pas trop petits multicœur parce que bah, Intel a longtemps. Enfin, finalement, je trouve que c'est AMD qui a vraiment amené cette dynamique de mettre plus de cœur dans les processeurs, plus de l'hyperthreading, etc. bah, C'est pour. même à l'époque de la plateforme AM3, parce qu'aujourd'hui on est Ouais, en on en a AM4 avec M4, les ouais. Ryzen, même avant les Ryzen, en AM3, à prix équivalent, AMD nous donnait, plus de cœur, facilement 2 fois plus. Après, ce qui favorisait encore l'achat de processeurs Intel, c'est parce que les AMD ils consommaient beaucoup. Ça, c'est un truc, les gens calculent jamais, mais sur la facture Ouais. d'électricité, ça fait tr c'est, avoir du AMD, il y a genre 5 ans, ça coûtait cher en électricité, et c'est surtout globalement, c'était même que ça parce que, la puissance qu'on avait en plus pour le prix, c'était ça comblait déjà le problème d'optimisation et aujourd'hui avec les Ryzen, bah, on en parle enfin, il y a plus rien à dire, ils sont clairement au-dessus. Ah, ouais, et puis, ouais, du coup, ça fait que. Du coup, ouais, j'étais en train de dire, ils ont toujours porté cette dynamique de plus de cœur, et du coup, aujourd'hui, au final, même Intel s'y est mis, enfin, ils sont obligés, même s'ils galèrent un peu. Et du coup, le truc, c'est que, bah, il y a beaucoup de jeux qui commencent à être ces multicœurs. Je prends un exemple tout con, Minecraft, les dernières versions, même la 1.15 encore, par exemple, récemment, tout ce qui est calcul de lumière, etc., avant c'était pas mal du monocœur, maintenant ça a été mis sur un autre cœur, enfin, ça a été changé. Et je veux dire, le nombre d'utilisateurs des processeurs AMD est juste croissant. Et genre, et celui d'Intel, hein,
on sait pas trop, mais décroissant. Mais- et du coup, que ça soit pour les jeux, que ça soit pour les logiciels, que ça soit également du coup pour tout ce qui est serveur, forcément qu'il va y avoir des optimisations. Et à partir de là, bah en vrai Intel, il y aura plus du, enfin AMD aura plus du tout de quoi envier Intel. Enfin je veux dire, déjà qu'ils ont plus grand chose, Ils ont déjà plus grand-chose à envier, hein. mais qu'une fois qu'ils auront que tout aura été optimisé également pour eux. Enfin je veux dire là il y aura clairement Franchement, plus, je, plus. je, je pense que le AMD n'a plus que sa part de marché à grappiller, à gratter tout doucement dans les data centers, au final. Ouais Parce au que les final data ouais. centers, ils se mettent matériellement parlant, ils se mettent à jour assez lentement. Et je pense que ça fait seulement 3 ans que Ryzen est sorti. Ouais, c'est la troisième gêne, ouais, donc ça fait 3 ans. Ça fait à peu près 3 ans, tu vois. Et en 3 ans, les serveurs n'ont pas encore beaucoup évolué. Parce qu'ils gardent leur proco, je pense, sur entre 3 et 5 ans facile. Heu, là là, il va commencer à y avoir de plus en plus de changements. Les les questions, les choix techniques vont sur les remplacements vont vraiment, commencer à se comment dire? Je sais pas comment exactement l'expliquer, mais les gens vont enfin les pros vont encore plus réfléchir qu'avant aux nouveaux choix techniques qui s'offrent à eux et je pense que de plus en plus, ils vont partir chez Ryzen, chez AMD. Donc oui, c'est vraiment la dernière part de marché qui reste à AMD parce que, aujourd'hui dans le monde du gaming, même, bah, le truc c'est qu'avant c'était Intel obligatoire sur Ah plein de oui, logiciels. même les Là, jeux. il y a très peu de logiciels aujourd'hui où vraiment obligé d'être encore chez Intel. Le combat se fait plutôt côté carte graphique ou, niveau optimisation sur, des logiciels, à usage professionnel, Nvidia reste largement au-dessus de AMD et encore c'est de la faute des développeurs. Heu, Niveau CPU, il y a plus de il y a plus rien à dire. Ouais, bah, je prends encore exemple, mais par exemple, moi j'ai toujours préféré Intel, mais depuis, enfin, je veux dire, là j'ai changé récemment de configuration. Je suis passé chez AMD, forcément. Genre, je fais un peu de tout, je fais un petit peu enfin, je fais forcément du montage, etc. Et en plus du gaming, ouais, le 3600, 10 fois plus intéressant que ceux d'Intel. Alors après, il y a toujours le débat, ouais, Intel, on gagne quelques FPS, mais c'est faux. Enfin, je veux dire, Intel, ça reste très faible. Ce n'est plus vrai. C'était vrai il y a quelques Ouais, années. Ça là, aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, je vous assure que c'est pas vrai. même, autant même la 2600, il y avait encore un petit peu d'écart qui était vraiment déjà très faible, mais le 3600 a largement comblé les écarts et il y J'ai a même. encore vu un benchmark il y a quelques jours où, AMD il mettait, 20 à 30 FPS dans la gueule de Intel pour des configs identiques niveau Ouais, perf juste le processeur qui changeait. et c'était que le processeur à carte graphique équivalente. Il Bon, mettait entre 20 et 30 FPS de ça veut dire plus. que le processeur limite pas la carte graphique, c'est intéressant. C'est quand Et même oui, mieux. Du coup, et on voilà, va, on va continuer un petit peu justement, on on parlait va des avancer un peu. Ryzen. Ouais, les Le Ryzen, Ryzen, 3950X ouais, c'est ça. qui, Est a en un peu de retard, retard et beaucoup. on nous a officiellement, ce qui a été dit, c'est que, il y avait un souci de stock. Ils avaient besoin de faire plus de stock pour répondre à la demande. Du coup, ils le repoussaient. Ça, c'est la partie officielle. Officieusement, apparemment, ce serait plutôt un souci, technique. Vous savez, il y a pas longtemps, on a entendu parler des un petit souci d'optimisation sur les derniers Ryzen qui ont été corrigés avec des mises à jour de BIOS. Globalement, ce serait sensiblement la même chose, un petit souci de BIOS et retarder la sortie du Ryzen 3950X serait un moyen d'avoir un peu plus de temps pour, développer une mise à jour de BIOS qui réglerait les soucis de ce nouveau, processeur, parce que ce serait quand même mieux que, le logiciel arrive avant le matériel parce que sinon, heu, l'image de marque d'AMD va un peu en pâtir, sachant que ça avait déjà fait un peu de bruit, ces dernières semaines. Donc voilà, ce serait l'hypothèse la plus probable. C'est pas confirmé à 100, mais globalement, ce serait surtout ce problème de technique Problème et technique, ouais. technique, ouais, Du coup, en qu'il fait, faut qu'ils règlent. les fréquences sont vachement basses, dû au fait que apparemment c'est pas très bien géré par le BIOS. Et alors après, pour en revenir un petit peu à cette histoire, effectivement, depuis la sortie de Ryzen 3000, il y a eu plusieurs mises à jour de BIOS
pour info, je les ai pas toutes faites. Personnellement, j'ai pas eu trop de soucis. Au contraire, je trouve que après, c'est peut-être les cartes mères qui jouent pas mal aussi, les marques, etc. Pour le coup, la mienne, il n'y a pas du tout de soucis. Au contraire, mon processeur tourne quasiment tout le temps à 4 GHz, alors que j'ai pas du tout overclocké. Alors, est-ce que c'est parce qu'il est refroidi water cooling et qu'il peut se permettre d'être toujours en boost, et c'est 4,4 GHz sur tous les cœurs, hein, pour info. Donc du coup, ouais, je sais pas trop. Personnellement, j'ai pas eu trop de soucis. Après, ouais, je pense que quand on est un peu moins bien refroidi sur les cartes mères, il doit y avoir des problèmes. De toute façon, on les a vus. Donc, ils vont éviter de faire la même bêtise que ce qu'ils ont fait. Ils vont attendre et fixer un peu avant de sortir, effectivement. Ça sera un peu mieux pour eux. Voilà. Du coup, pour rester chez AMD et chez Ryzen, est-ce qu'il n'y aurait pas un nouveau Proco qui devrait sortir? Et si le 3500X qui est référencé en Asie, alors le 3500X, il est juste en dessous du 3600. Il est assez intéressant dans le sens où il sera moins cher et en fait il est dans la gamme de prix où actuellement, en fait si vous voulez, c'est la gamme de prix où il y a un peu Intel qui est tout seul sur ce point-là parce que le 3600 est au-dessus et il n'y a pas vraiment d'équivalent. Alors, si on prend les anciennes gènes, clairement, vous prenez un 2600 ou même un 2700, vous trouverez certainement dans cette gamme de prix-là, clairement, Intel se fait éclater. Mais je veux dire, sur les nouvelles générations, Intel est un peu tout seul. Donc, ils vont sortir le 3500. Donc, ça a été officiellement annoncé en Asie. Je sais plus exactement quel pays. Je crois que c'est au Japon. Non, c'était en Chine. Ok. Du coup, voilà. C'est assez intéressant parce que, alors, c'est un Seeker C thread, donc il n'y a pas d'hyper-threading. D'hyper-threading, ouais, faut que je te montre mon anglais. Il n'y a pas d'hyper-threading, mais par contre, son tarif est ultra intéressant. Il faut savoir que il a été vu à 1099 yuan en Chine. Donc si on le convertit en euros, ça fait 140 euros en conversion brute. Si on rajoute la TVA, ça fait 160 euros, je vais y arriver. À titre d'info, donc le 3600, qui est donc le processeur du dessus au-dessus de lui, il se vend actuellement à 240, 250 euros à cause des problèmes d'approvisionnement, etc. Enfin bref. Du coup, ça reste ultra intéressant en fait. Genre, Seeker, ouais, il n'y a pas l'hyper-threading, mais enfin, je trouve ça quand même assez intéressant. Et du coup, il vient tout de suite en face du 9400F, donc c'est un i5 de chez Intel. Donc, ouais, assez cool. Voilà, et du coup, les Ryzen 3, ils sont placés où dans la gamme? Les Ryzen 3 sont techniquement en dessous parce que pour moi, un Ryzen 3 c'est du 4, 8. Et surtout, ils ont une partie graphique. Les Ryzen. Non, c'est pas obligatoire, ça c'est seulement ceux qui sont en G. Je crois qu'il y a un Ryzen 5 G. Il y en a un. Mais oui, du coup, c'était pas ça la question parce que j'ai. Alors peut-être que les prix ont baissé, mais j'avais vu un Ryzen 3 à 200 euros. Et là, tu es en train de me dire que ce Ryzen 5 serait vendu moins cher. Donc est-ce que ça rebattrait un peu les cartes et que les Ryzen 3 baisseraient un peu en prix? Ça serait logique, en fait. Ça serait logique, du coup. Ça serait Après, logique. peut-être que le chiffre que je donne n'est plus très actuel. Je crois quand même qu'il date d'il y a deux mois, je pense, sur les recherches que j'avais fait. Parce que j'ai regardé un peu pour me refaire une petite config. Pour pas cher. Voire pas cher. Ouais, c'est surtout pour ça que je regardais dans cette gamme de prix. Après, alors, le 3200G est à 120 euros. Le 3400G est à 180 euros. Voilà, ok. Partie graphique comprise. Ouais, vu que c'est un G. C'est pour ça qu'ils sont un peu plus chers. Mais après, genre le 3200G à 120 euros. Vraiment, ceux qui vont acheter une carte graphique à part, globalement, il va être très très intéressant. Ah, celui-là, oui. Pour ceux qui ont vraiment un faible budget, ça va être vraiment bien. Ouais, c'est vrai. Du coup, on continue chez AMD. C'est les plus actifs. Hein, AMD, Intel, oui, ouais, la 10e gène, mais on sait pas trop. Toutes les semaines, 20 000 annonces. Alors AMD, du coup, on a les spécifications du chipset B550. Alors, j'ai envie de dire enfin, je trouve qu'il arrive un peu tard. En fait, il faut, si vous voulez, chaque nouvelle génération, surtout que maintenant il y a le PCI 4, AMD est obligé d'update un petit peu son chipset. Alors pas chaque nouvelle, enfin je crois qu'à chaque nouvelle gen il y en a une en tout cas pour l'instant. Ouais. Donc actuellement pour supporter
utiliser pleinement les Ryzen 3000, il faudrait soit vous mettez à jour une carte mère en B450 ou en X470, mais vous n'aurez pas le PCI 4 parce que ces cartes mères n'ont clairement pas les connectiques dessus, ou alors vous achetez une carte mère en X570. Seulement, les X570 sont chers. Alors, en vrai, elles sont très bien pour le prix, j'en ai une, mais elles sont quand même vachement chères. Et pour les petits budgets, pour les petites configs, bah ça fait mal. Alors, du coup, tout le monde s'est rabattu sur les B450, qui sont vraiment ultra intéressantes si on met à jour le BIOS, surtout que la plupart des sites le proposent, les sites genre Top Achat, Matériel.net. Et du coup, là, ils annoncent le B550, qui est donc la version un peu moins chère que du X570. Seulement, bah, il n'y a pas ce PCI 4, sauf pour la bande NVMe, donc le SSD. Mais c'est le seul endroit où il y en a. Mais il n'y a pas de PCI 4, genre pour la carte graphique. Ou enfin voilà, il n'y a pas de PCI 4 pour la carte graphique. Pour les ports PCI Express, tout simplement. Mais à part ça, on a aussi un peu moins d'USB 3.2. Pour info, sur une X570, il y en a 8, alors que sur Plus forcément très très sur le B550, on en a deux. Ouais, mais c'est important à noter. Et puis, bon, après, il y a un petit peu moins de port SATA, apparemment. Mais voilà, Ouais, globalement... pareil. J'ai envie de te dire, si je peux résumer vite fait, du coup, Ouais. ce que tu nous annonces, ce que j'en comprends, c'est que ça va être pour des plus petits budgets. Et qui dit plus petit budget, dit de toute façon, même si il y a moins de connectiques, il y a moins de PCI 4, ce qui fait qu'il sera moins durable dans le temps, moins évolutif, c'est des petites configs qui vont être équipées avec ça. Oui, Qui c'est dit vrai. petite config dit forcément de toute façon qu'elle va tenir moins longtemps. Tu Ouais, vois ce c'est que je vrai. veux dire? Du coup, il y a moins Du besoin de coup, choses, il est vrai. Puis aujourd'hui, on arrive à faire en un SATA, genre on a vu le 20 Teraoctet la semaine dernière. On arrive à faire des grosses capacités sur une seule connectique. oui, voilà. Puis de toute façon, aujourd'hui, le SATA, on s'en fiche, on veut brancher du SSD En NVMe. directement en PCI Express. En NVMe, ouais. Ouais, c'est vrai. Du coup, ouais, voilà. Bon, en tout cas, intéressant. J'ai hâte de voir les prix personnellement, parce que enfin, ça peut en intéresser plus d'un. Savoir si on Bah, peut se faire moi le premier. oui, une nouvelle config avec un petit Ryzen 3000 et puis une B550, pas trop cher. Je pense que ça peut en intéresser plus d'un. Parce que ça va être ça va équiper, je pense, les nouvelles configs à moins de 500. Ah oui, c'est presque sûr. Des Et bonnes puis, configs. pour le coup, si on fait le combo du 3500X avec ça, plus une bonne CG, enfin une bonne CG, une CG pas trop de chez Ouais, ça AMD, parce que fera. Si on n'est ça... pas gourmand sur ce qu'il y a à côté, ça fera 500 balles. Et franchement, c'est très très intéressant. On peut pas faire ça avec Intel et Nvidia pour l'instant, ça c'est pas possible. Voilà. Et du coup, on parle des... Donc, les Ryzen 3000 sont en 7 nanomètres, les Ryzen 4000 devraient être en 7 nanomètres plus, et la gêne d'après, bah, du 5 nanomètres. Peut-être, apparemment, dès mars prochain, chez TSMC, donc TSMC qui est aujourd'hui le plus gros fondeur du monde, hein, j'ai envie de dire, on devrait avoir Clairement. du 5 nanomètres dès mars. Ce qui pourrait sous-entendre, parce que dès mars, c'est quand même vachement intéressant, et comme par hasard, ça correspond à pas mal de calendriers de grandes marques, Non, celui on d'Apple. pourrait, on pourrait voir les prochains iPhones en 5 nanomètres. Déjà que ils ont été les premiers appareils à passer au 7 nanomètres. S'ils sont les premiers à passer au 5 nanomètres, la concurrence a du souci à se faire. Ça, Sachant que c'est clair. le A13 de cette année, niveau perf, c'est pas enfin, c'est pas beaucoup plus incroyable, mais niveau optimisation, d'où le fait que la batterie tient beaucoup plus longtemps sur les derniers iPhones, il y a eu beaucoup d'optimisation. Sachant que et qui dit 7 nanomètres dit déjà faible consommation d'énergie. Donc voir du Après, 5 nanomètres arriver, ce serait vraiment incroyable. Si TSMC arrive vraiment à réaliser ce tour de force de faire du 5 nanomètres dès mars, ça voudrait dire que le Apple A14 des iPhone 12 devrait être en ou 11S, on ouais, verra non, on verra la nomenclature. ça Mais en va gros, être les prochains horrible. iPhone pourraient être en 5 nanomètres. Hem, Pas directement la prochaine génération de Ryzen parce que, Celle d'après, ça va être un peu 2021. short.
ça va être un peu short niveau timing, mais celle d'après, qui serait du coup en Zen 4, ça va être du Ouais. Zen 3 plus la prochaine, je pense. Non, apparemment c'est du Zen 4 parce que justement ils vont passer en 7 nanomètres plus. C'est pas juste un refresh de l'architecture, c'est vraiment un refresh aussi OK, de parce que la sur gravure. sur sur l'article qu'on est en train de montrer, il parlait de 5 nanomètres directement pour le Zen 4. Mais du coup, ce serait Ouais, plutôt pour le Zen 5. ouais. On verra comment la nomenclature chez AMD évolue. Mais pour 2021, 5 nanomètres chez AMD, c'est largement faisable. Et quand on pense à Intel, on va revenir un peu vite fait sur ce débat. euh, Intel sont morts. Bah clairement, et Enfin, si AMD a... Enfin si que dire d'autre? TSMC, si TSMC arrive à vraiment faire du 5 nanomètres en grande quantité, parce qu'actuellement 7 nanomètres c'est une galère, il y a des retards, etc. Parce que plus on grave fin, plus il y a de taux d'erreur en soi, etc. Oui, Enfin, c'est ça. ça c'est beaucoup plus compliqué Il y a une limite et il y physique. a beaucoup plus d'erreurs. Oui aussi. Et du coup, Globalement, après le 5 nanomètres, normalement, on pourra plus descendre en restant sur cette technologie, sachant que les prochaines technologies sont pas prêtes. ouais, mais par contre, comme tu disais, le truc c'est que donc les Ryzen 4000 seront en 7 nanomètres plus, et les Ryzen 5000, c'est probable, après on est encore un peu loin, etc. On verra comment ça se débrouille au printemps avec le début de la production du 5 nanomètres, mais c'est probable que la génération des Ryzen 5000 du coup soit en 5 nanomètres. Et là c'est vrai qu'Intel, ben, je sais même pas s'ils auront sorti le 10 nanomètres d'ici là. En tout cas, il sera pas vraiment au point. Il faudra encore attendre au moins une génération ou des refresh. Donc finalement, ouais, c'est vrai ils vont prendre cher. L'écart se creuse de plus en plus et vraiment, ça va être compliqué pour Intel de remonter la pente. Et on pense même à Samsung. Si TSMC, aujourd'hui, il y a que globalement, pour le CPU, il y a que 2 gros fondeurs qui sont capables de faire du 7 nanomètres, c'est TSMC et Samsung, sachant que Ouais. TSMC reste déjà pas mal plus gros que Samsung, hein. Mais après, niveau technologie, technologiquement parlant, TSMC, Samsung, leur 7 nanomètres se vaut, hein. J'avais regardé quelque chose là-dessus. Oui, ça se vaut, Ça se vaut ça bien. se vaut, mais Samsung ne fait que pour Samsung. Ouais, TSMC c'est fait vrai. pour tout le monde. Apple, AMD. AMD et Nvidia. si je dis pas de bêtises, ils font Nvidia, les ouais. Qualcomm aussi, Et ils font Nvidia. Snapdragon et Je sais Nvidia, plus. donc TSMC pour eux là, ils se mettent très, très bien, surtout s'ils passent en 5 nanomètres en premier. Tout le monde va vouloir, continuer à travailler avec TSMC et même pour Samsung, ça va être un peu, embêtant, si je puis dire, parce que les Kirin aussi de Huawei sont made by TSMC au final. Ouais, tout le monde, quoi. Genre, il y a limite Intel et puis les autres Bah, petits. enfin, finalement, tout le marché peut remercier, Apple et un peu AMD d'avoir, autant travaillé pour le 7 nanomètres parce qu'ils n'ont pas travaillé eux-mêmes sur le 7 nanomètres, ils ont travaillé avec TSMC. Mais ils ont un peu forcé la main. Ils ont un peu. Donc, c'est une très bonne collaboration, Apple TSMC et pour l'ARM et AMD TSMC pour, le x86, donc qui est la plateforme, classique sur, PC aujourd'hui Ouais. depuis, depuis 20 ans, Depuis longtemps. 25 ans même peut-être. En Donc tout voilà. cas, ultra intéressant de suivre ça. Bon, on verra vraiment. Jusqu'où va-t-on aller sur l'écart entre AMD et Intel. C'est à suivre. Bah, comme je disais, peut-être pas plus loin parce que, TSMC, est-ce qu'ils, arriveront à franchir le cap du nanotube de carbone qui, Ouais, ça c'est pas au point, ça, devrait hein. être la prochaine évolution pour descendre en dessous des 5 nanomètres? On verra. Ouais, on verra. On n'y est pas encore. Déjà, on va On faire du avait dit 5 on avait nanomètres plus, on plus, avait plus, dit que plus, plus. on avait dit que le 7 nanomètres était impossible, on l'a fait. En réussissant le tour de force de 7 nanomètres, on a théoriquement prouvé que le 5 nanomètres était faisable. Donc là, ils vont vraiment le faire en plus. En dessous de 5 nanomètres, va falloir changer, revoir totalement la technologie et là, peut-être même que de nouvelles entreprises verront le jour pour ces nouveaux modèles. Mais là, on se projette sur, du 2024-2025, je pense. Ouais, pas avant.
On a Et encore, déjà le c'est 7 gentil. nanomètres, on a le 7 nanomètres qui va se développer un peu, enfin beaucoup, j'espère. Et puis après, on a le 5 nanomètres qui va se Bah, redévelopper, qui va devoir être faire, vous savez, comme Intel. Alors Intel est au 14 bah il y aura du 5 Bon, peut-être pas parce que AMD et Apple sont pas du genre à faire des refresh de refresh, mais bon voilà. euh, c'est un peu je suis pas d'accord parce que chez Apple, on n'utilise pas de nomenclature, on va dire, on fait du 7 nanomètres plus, mais l'iPhone de cette année, l'architecture, si on compare à comment AMD les appelle, c'est du 7 nanomètres plus, hein. Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est que ils vont pas rester sur. Je veux dire, s'il y a du 5 nanomètres, ils vont essayer de se passer vite dessus. Intel, ils sont encore au 14, ils ont même pas encore passé au 12 ou au 10. Donc bon. Et pourtant, ça fait quelques temps qu'on peut le faire, ça, hein. Mais Intel Surtout le grave 12. eux-mêmes. Ouais, mais c'est dommage. Enfin bref, Voilà, alors on que retourne sur le débat de. Ils ont un retard technologique. ils ont un retard technologique, ils ont pas assez investi, dans la recherche. Heu, TSMC globalement au début, c'est pas eux qui cherchaient à faire du 5 na à faire du 7 nanomètres, hein. C'est surtout Apple. Après, forcément il y avait d'autres entreprises, mais c'était quand même pas mal Apple qui a forcé la main pour accélérer les choses dans le 7 nanomètres et qui a beaucoup investi avec son principal partenaire et fondeur qui est TSMC. Après AMD et Huawei surtout, c'est les 2 qui en ont le plus profité jusqu'à maintenant. Forcément, ils sont TSMC, c'est faire du 7 nanomètres pour Apple, bah, TSMC, c'est faire du 7 nanomètres pour tout le monde. C'est clair. C'est un peu ça qui s'est passé et tout le monde en a profité, sauf Intel qui, étant resté tout seul dans son coin, bah, il continue à galérer, tu vois? Et même Apple, non mais même Apple qui a un gros partenariat avec AMD, heu, ils sont en train de concevoir de plus en plus de trucs eux-mêmes, hein. Les derniers MacBook, il y a pas mal de puces en 7 nanomètres qui sont séparées du CPU, qui remplacent des trucs qui auparavant étaient faites par le CPU, genre, le cryptage du cryptage des données, c'est plus le CPU qui le fait. C'est une puce, ARM, faite par TSMC qui le fait à la place du CPU. Ouais. Oui, Ah, c'est bon plus après. Intel. Et Après, de toute bah, de façon. plus en plus, on ressent de plus en plus, Windows le fait déjà, Windows, ARM déjà. On pense que, moi je suis persuadé que les Mac vont passer à l'ARM aussi et on aura les mêmes puces sur Mac que sur iPhone en fait au final. Et là, Parce qu'on travaille Intel va sur un encore perdre des parts. bah oui parce qu'aujourd'hui, aujourd'hui ce le plus gros chiffre d'affaires de Intel, c'est grâce à Apple. Grâce au CPU des Mac et grâce au modem, 4G des iPhones. Ouais, c'est affaire à Et suivre, hein. Là-dessus, il y a pas ils de. sont en train de perdre les 2. Il y a Apple va pas, passer à la il y a 5G, pas, va il y a peut-être même pas, pas Apple va peut-être pas passer à la 5G avec Intel. il y a pas forcément on va dire, de débat dans le sens où Intel va prendre cher et ils prennent déjà cher et ça va pas s'arranger, j'ai envie de dire. Et voilà, après, c'est peut-être aussi, enfin, je pense que Apple, AMD et les autres qui font sous-traiter par TSMC et qui ont, je pense, ces deux développements, Apple, je pense que c'est effectivement l'acteur principal, mais je pense que alors je sais pas, il y a qui utilise d'autres, mais je pense à AMD, je pense qu'ils ont quand même aussi investi dans le recherche et développement pour le 5, enfin pour le 7 et pour le 5 du coup, probablement. Et du coup, je pense qu'ils ont eu cette intelligence d'investir assez massivement là-dedans pour avoir des trucs qui sont très très avancés, enfin au bout du jour quoi. Enfin, je veux dire, il n'y a pas prendre de l'avance et être tranquille, chose qu'Intel effectivement n'a pas fait. Et le truc, c'est qu'on est en train avec l'annonce de dire qu'il faut pas que prendre de l'avance. Ils gardent leur avance même. Ils creusent l'avance. Ouais, ils Voilà sont quoi, trop loin. Ils quand sont même. trop loin. Bon d'ailleurs, on parlait de TSMC, mais TSMC travaille Oui, aussi on reste des pour clichés de philo. Nvidia. Non mais, je veux dire, on relance des débats qu'on a déjà lancés. Euh, Du coup, Nvidia, qui pourrait lancer une GTX 1660 Super fin octobre,
probablement peut-être le 29. Waouh, c'est super cool. Alors, le 1660, la 1660 Super peut être intéressante dans le sens où actuellement on a eu toutes les 2000 qui ont été mis en Super. Bah, manque plus que les 1660 Super. Et à noter également que la 1650 Ti devrait également faire son apparition. Donc au final, Nvidia, on a eu notre dose de nouveautés cette année. En sachant que pour information, généralement ils annoncent leur nouvelle gamme de produits fin août. Donc bon là ça sort un peu plus tard, mais d'un autre côté la sortie concorde avec les sorties des années précédentes. Donc au final ouais on a une autre dose de nouveautés intéressant. Et on verra bien tout simplement ce que ça donnera. Mais intéressant pour le gaming parce que les 1660 sont assez intéressantes par rapport aux 2060, tout court, pas les super. Donc s'il y a une 1660 super, bon, à voir le prix hein, comme d'habitude. Mais bon, Nvidia, il y a sur les GTX, ils ont du Ah, souci à se faire parce qu'il y a AMD qui est là. Les RTX, AMD, il va falloir attendre un peu, mais les GTX, il y a quand même AMD qui est pas loin. Donc qui est même très oui, parce intéressant. que là, on est dans les mêmes gammes de prix. On reste sur de l'entrée de gamme, la relative entrée de gamme, Ouais. Du coup, faudra voir que un petit peu AMD commence à vraiment faire des produits méga intéressants. Après, sur le Nvidia reste devant pour le coup. sur le ray Mais tracing, ouais. ça, comme tu l'as dit rapidement, ça, on en a parlé la semaine dernière. En plus, ça va peut-être pas rester le cas très très longtemps. Ouais, ça sera à voir. Si AMD nous sort des trucs intéressants, voilà Mais quoi. bon, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, ça va être pas mal de questions d'optimisation, pour les pros qui travaillent, dans la vidéo par exemple ou dans la photo, les logiciels Adobe, si tu as pas du Nvidia, tu as pas de GPU en fait. Si tu as un GPU AMD, c'est comme si tu avais pas de GPU. C'est Il va pas exactement le du tout problème que l'utiliser. j'ai actuellement. C'est exactement le problème que j'ai actuellement. C'est pour ça que bah, j'aimerais bien aller chez Nvidia à ma carte graphique, mais Oui voilà, du coup toi tu vas rester chez Nvidia et non, je vais AMD, partir bah chez Nvidia. ah oui pardon, Je tu suis actuellement chez chez AMD AMD, c'est vrai. actuellement. Donc on verra. Ça, j'ai pas encore pris la décision, mais on en reparlera quand j'achèterai. Je pourrais même faire un retour si vous voulez. Bah, le truc c'est que, je pense que même si tu peux avoir un meilleur rapport qualité-prix chez AMD, tu vas peut-être privilégier, d'avoir l'optimisation logicielle parce que tu en as vraiment besoin, Ouais, par rapport à, avoir un peu plus de puissance. exactement. Et franchement, perdre, je sais pas, tu combien de FPS actuellement, par exemple, dans Minecraft? Oh, Minecraft, c'est pas bon, hein. C'est pas du tout parce que Minecraft au niveau GPU, voilà. Enfin, bon, c'est pas ça, c'était pas mon propos du coup. Heu, perdre, non mais je veux dire perdre, quelques dizaines de FPS sur des jeux qui en affichent plusieurs centaines, tu t'en Oui, fiches. mais non, mais Si à côté de ça, ton encodage vidéo, il est genre 2 fois plus rapide. c'est vraiment le truc que bah, Nvidia quand même, enfin tout est beaucoup plus opti du côté Nvidia et Nvidia fait en sorte aussi que ça soit le cas. AMD et sur les cartes graphiques en entrée de gamme et en début de milieu de gamme ils sont vraiment bien. Mais si vous avez des utilisations assez spécifiques, genre du montage et tout, c'est un peu plus compliqué. En vrai, actuellement, pour faire du montage vidéo, l'idéal c'est de mixer un Ryzen 3000 en l'occurrence, avec une bonne carte graphique, enfin une carte graphique Nvidia, et vous êtes vraiment bien. Parce que du coup, vous avez enfin vous avez la puissance multicœur des Ryzen, plus le petit GPU de la carte graphique. Et là, vous êtes bien. Mais bon, Voilà. après ça, c'est pour ceux qui ne font pas que jouer. Oui, voilà, Pour faut ceux qui penser à font ça que aussi. jouer, AMD, là, il va être largement devant. Ouais, Et encore, quand on dit ça, c'est une question de temps parce que, je pense qu'un jour quand même, les logiciels seront optimisés pour, les cartes graphiques AMD, j'espère. on verra bien. Mais je pense. Je pense que ça finira par arriver. D'ailleurs, on finit par une chose peut-être que vous attendez. Personnellement, j'attends parce que je vais voir si je peux pas racheter justement une carte graphique. C'est tout simplement les French Day et ça sera notre dernière actualité. Alors, les French Day, bah, c'est ce week-end, donc du 27 au 30. Je crois que ça dure jusqu'au lundi. Du coup, ça fait vendredi, samedi, dimanche, lundi. Donc les French Day, Après, il y a bah, des entreprises qui ont déjà commencé, hein. ouais, c'est on pourrait dire les Black Friday français, un peu, Ouais, voilà, c'est le Black Friday à la française. qui a lieu Du coup, 2 fois par an, au passage. ouais, c'est vrai. Ouais, globalement, après ça va être pas mal d'entreprises qui vont faire, pas mal d'entreprises, de revendeurs
aka, notamment, Cdiscount, Boulanger, Fnac, Darty, La Redoute, Rue du Commerce, Showroom Privé et quelques autres, hem, qui vont faire, pas mal de réductions. Heu, Honnêtement, c'est pas aussi intéressant que le Black Friday et même le Black Friday de l'année dernière, il était pas ultra intéressant, j'ai trouvé, par rapport aux éditions précédentes. Mais c'est quand même, un bon moment si vous avez un produit qui vous intéresse qui est disponible, de d'acheter un peu de matos. Globalement, ce qui va être, pas mal, ce qui est pas mal, ce qui a des réductions intéressantes, c'est tout ce qui est, matériel informatique et tout ce qui est gros électroménager. Bon, je pense que ceux qui nous écoutent et nous regardent, sont pas forcément ceux qui vont acheter le plus d'électroménager, mais voilà, c'est à le savoir. Après, il y a Pour- tout, il va y avoir des réductions dans les vêtements, Ouais, après, des faut conneries regarder, hein. aussi, mais Alors, pour information, et je pensais justement aux cartes graphiques, surtout aux cartes graphiques, je pensais à ça, dans le sens où, en plus de ça, vu qu'il y a les 2060 Super, enfin la série Super qui sont sortis, euh, ben, les 2060, enfin les 2000 tout court, non Super, bah, ils doivent déstocker parce qu'ils sont plus en production, c'est officiel. Maintenant, c'est des stocks qui restent. Et par exemple, actuellement, vous pouvez trouver sur Rue du Commerce une 2060 de chez KFA2 à, je crois, à 280 euros. Genre, c'est rien, une 2060 actuellement, c'est difficile de trouver en dessous de 350. voilà, donc on imagine 30 de réduction et globalement, vous vous mettez pas trop mal, hein, parce que, Voilà. Donc, ça va être très, très intéressant. regardez aussi du côté des périphériques gamers, enfin, des périphériques genre les souris, claviers. Il y a parfois, surtout chez Logitech, ils aiment bien faire des belles promos. Bon, ils en ont fait cet été sur Amazon, il y avait une souris pas trop chère et tout, qui est pourtant bien et qui vaut cher de base. Mais voilà, après, faut regarder. Faut tomber aussi un petit peu, parce que généralement, il y a aussi les quantités limitées. Mais surtout sur tout ce qui est déstockage. Donc voilà, faut suivre. Voilà. Et puis la plupart des sites mettent pas tout dès le premier jour, ils aiment bien en mettre les jours suivants, au fur et à mesure. Donc j'ai envie de dire, il faut suivre. Mais voilà. Du coup, je pense qu'on a terminé de faire le tour des actualités. Est-ce que tu veux faire le mot de la fin pour une fois? Le mot de la fin, eh bien, qu'est-ce que tu dis d'habitude? J'ai envie de te dire, merci de nous avoir, regardés. On est vraiment, très content de pouvoir faire cette émission en live et qu'il y ait quand même quelques personnes qui Qui la suivent ça. suivent? Nous, on espère que ça vous intéresse, que ça vous permet d'y voir un peu plus clair, même si des fois on détaille peut-être un peu trop, les sujets. Et voilà. Je vais te laisser compléter du coup. Bah, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour pas louper les prochains lives, tout simplement. À passer, vous avez tout en description, hein, si vous voulez, les liens pour Thomas, pour moi, etc. Tout est dans la description. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine à 20h, où on parlera probablement, enfin, on verra si on a le temps de préparer de la keynote de Microsoft. Oui, On ça verra aussi. si on a le temps. Et puis voilà, et puis il n'y a pas grand-chose à rajouter. Merci, et puis à une prochaine. Sur ce, tchuss!